Alors, la dernière fois, en terminant, si je me souviens bien, vous avez cité deux déclarations de Leibniz, dont une, la première, est susceptible de poser un problème sur lequel je reviendrai dans un instant. Donc Leibniz dit une proposition fausse est la même chose qu'une proposition qui ne peut pas être démontrée. Et il dit aussi que les propositions de fait ne peuvent pas toujours être démontrées. Ça, c'est un petit peu surprenant parce qu'on serait tenté de dire qu'elles peuvent rarement être démontrées, et même au sens strict de ce que Leibniz appelle une démonstration. Ne perdez pas de vue qu'une démonstration au sens strict doit pouvoir être effectuée en un nombre fini d'étapes. En théorie, une proposition contingente ne peut jamais être démontrée, puisque, encore une fois, au sens strict du mot démonstration, puisque sa démonstration impliquerait l'effectuation complète d'une procédure infinie. En outre, quand Leibniz dit les propositions de fait ne peuvent pas toujours être démontrées, on est obligé de constater qu'il ne donne pas d'exemple. Il ne donne pas d'exemple de ce que pourrait être une proposition contingente que nous avons réussi à démontrer au sens strict. Encore une fois, pour réussir à le faire, il faudrait non pas parvenir à effectuer dans sa totalité une procédure infinie, mais il faudrait pouvoir démontrer quelque chose concernant la façon dont progresse la démonstration et le genre de résultat auquel elle est susceptible d'aboutir à son terme, c'est-à-dire après une suite d'opérations qui ne pourraient être qu'infinies. Donc là, il y a un problème, encore une fois, parce que concrètement parlant, on ne sait pas trop à quoi pourrait ressembler une proposition contingente qui serait susceptible d'être démontrée. Bon, la deuxième affirmation de Leibniz, les propositions de fait ne peuvent pas toujours être démontrées par nous et sont par conséquent admises comme hypothèse, soulève le problème que je viens de mentionner, mais elle est intéressante parce que Leibniz semble dire qu'une bonne partie des propositions qui constituent des vérités de fait ont un statut qui est celui d'hypothèse, c'est-à-dire nous ne pouvons avoir d'elle qu'une connaissance hypothétique. Alors je reviens à la première affirmation qui soulève, elle, réellement un problème sérieux, parce que dire qu'une proposition fausse est une proposition qui ne peut pas être démontrée semble entraîner une conséquence qui risque d'être éminemment paradoxale. Il existe, spécialement en matière contingente, un bon nombre de propositions que nous sommes tout à fait incapables de démontrer, mais cela ne nous autorise nullement à conclure qu'elles sont fausses. Sinon, il faudrait admettre, pour la raison que je viens de rappeler, que presque toutes les propositions contingentes sont fausses, puisqu'il n'y en a pratiquement aucune que nous soyons en mesure de démontrer. La réponse est évidemment que ce qui démontre la fausseté d'une proposition A ne peut effectivement pas être simplement notre incapacité de démontrer A, c'est-à-dire le fait que nous sommes dans la réalité incapables de démontrer A. Donc ce qui peut permettre d'établir la fausseté de A serait, pour être exact, une démonstration de l'impossibilité de démontrer A. C'est ça qu'il faudrait être en mesure de fournir. Si on pouvait fournir une démonstration de l'impossibilité de démontrer A, on aurait démontré que A est faux, puisque si A était vrai, A serait démontrable, en vertu de l'équivalence que Leibniz affirme entre la vérité et la démontrabilité. Or, la situation générale dans le cas des propositions contingentes semble être celle-ci: nous ne sommes pas capables de les démontrer et pas non plus de démontrer qu'elles ne peuvent être démontrées. Nous connaissons pour un certain nombre d'entre elles leur vérité ou leur fausseté de fait, mais nous n'en connaissons pas la raison complète, laquelle raison ne pourrait être donnée que par une démonstration ou une réfutation, c'est-à-dire une démonstration de l'impossibilité, une démonstration de A ou une démonstration de l'impossibilité de démontrer A qui équivaudrait à une réfutation de A, ou encore une démonstration de la négation de A. Alors j'en viens maintenant à la question suivante que je voulais aborder, l'avant-dernière, que j'ai intitulée le vrai, le possible et le faux. Il s'agit d'une question qui a une relation tout à fait directe avec ce dont nous sommes en train de nous occuper, c'est-à-dire la question de nécessité, contingence et liberté chez Leibniz. C'est une question qui comporte des aspects un petit peu techniques pour lesquels je vous demande de faire preuve d'un peu de patience, parce que, encore une fois, cette question, en particulier la question des relations entre le vrai et le possible, est une question qui est tout à fait centrale, qui a une importance tout à fait déterminante. Leibniz est conscient des objections que l'on pourrait avoir envie de formuler contre l'idée qu'est vrai tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est faux, et faux tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est vrai. Je vous ai cité la dernière fois des passages dans lesquels il affirme explicitement ce genre de choses. Donc,
est vrai tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est faux, et faux tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est vrai. Ne serait-il pas plus naturel et plus raisonnable de dire que tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est faux est non pas vrai, mais simplement possible, et que tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est vrai est non pas faux, mais tel que sa négation est possible et pourrait être vrai. Autrement dit, est-ce qu'on ne risque pas d'aboutir à une identification pure et simple du vrai avec le possible et du faux avec l'impossible ou le contradictoire? Ce qui, une fois de plus, risque fort de nous entraîner dans une direction où Leibniz souhaite par-dessus tout éviter d'aller, à savoir en direction de Spinoza. Donc on retrouve toujours les mêmes problèmes donc avec le risque de l'effondrement de la distinction si cruciale aux yeux de Leibniz entre ce qui est vrai et ce qui est possible. Tout ce qui est possible pour Leibniz ne pouvant pas être vrai. Cette difficulté qui menace directement la réalité même de la contingence est évoquée à au moins 2 reprises dans les recherches générales. Donc, les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités, Leibniz s'est rendu compte qu'il risquait de se heurter à une difficulté sérieuse. Alors, il dit ceci: sont possibles les propositions dont on peut démontrer que jamais dans leur résolution il n'apparaîtra de contradiction. Donc, oui, ça, c'est une définition de ce que constitue la possibilité dans le cas des propositions. Une proposition possible, c'est une proposition dont on peut démontrer que, aussi loin qu'on en pousse l'analyse, on ne verra jamais apparaître de contradiction. Les propositions contingentes vraies sont celles qui ont besoin d'une résolution continuée à l'infini, donc c'est celles qu'on pourrait démontrer, mais seulement au sens large du mot démonstration, c'est-à-dire au prix de l'effectuation d'une procédure infinie. Les propositions contingentes fausses sont quant à elles celles dont on ne peut démontrer la fausseté autrement que par le fait que l'on ne peut pas démontrer qu'elles sont vraies. Donc c'est, dit Leibniz, la seule façon de démontrer la fausseté des propositions contingentes. Il faudrait pour cela réussir à démontrer que, donc à s'assurer, et le seul moyen de le faire serait donné par une démonstration, à s'assurer qu'on ne peut pas démontrer qu'elles sont vraies. Il semble douteux, conclut-il ce passage, il semble douteux qu'il suffise pour démontrer la vérité qu'il soit certain qu'en continuant la résolution n'apparaîtra aucune contradiction. Il s'ensuivra en effet que tout possible est vrai. Donc vous voyez, il se heurte une fois de plus à ce problème qui revient constamment chez lui. Comment éviter que le possible finisse par se confondre purement et simplement avec le vrai? Leibniz rappelle que pour lui, un terme vrai veut dire précisément un terme possible. Mais il admet que pour les propositions, la chose est, ou en tout cas peut sembler, plus délicate. Donc dans le cas des termes qu'il appelle incomplexes, c'est-à-dire les constituants non propositionnels des propositions, quand il parle d'un terme vrai, il faut comprendre qu'il entend parler d'un terme possible. Mais dans le cas des propositions, la situation semble être plus délicate parce que bien des propositions qui pourraient être vraies ne sont pas vraies, et bien des propositions qui pourraient être fausses sont vraies. Vous voyez par exemple ce passage dans lequel Leibniz se soulève la question. Question, dit-il, est-ce qu'est vrai tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est faux? Ou bien est-ce qu'est faux tout ce dont on ne peut pas démontrer qu'il est vrai? Qu'en est-il donc des choses pour lesquelles on n'a ni l'un ni l'autre? C'est-à-dire qu'en est-il donc des choses pour lesquelles des propositions pour lesquelles on ne peut ni démontrer qu'elles sont vraies, ni démontrer qu'on ne peut pas démontrer qu'elles sont vraies, auquel cas on aurait démontré qu'elles sont fausses. Il faut dire que le vrai et le faux peut toujours être démontré au moins par une résolution à l'infini. Mais dans ce cas-là, il est contingent. Donc si la résolution va à l'infini, le vrai ou le faux dont il s'agit en l'occurrence sont contingents. Autrement dit, il est possible que la proposition soit vraie ou possible qu'elle soit fausse. Et il en va de même dans le cas des notions. Il est possible que dans la résolution à l'infini apparaissent des notions vraies ou des notions fausses, c'est-à-dire des notions qui doivent être admises à l'existence ou ne le doivent pas. Cela étant, si une notion est vraie, elle sera existante. Si elle est fausse, elle sera non existante. Toute notion impossible est fausse, mais toute notion possible n'est pas vraie. C'est pourquoi sera fausse celle qui n'est ni ne sera, de même qu'est fausse une proposition de cette sorte, etc. À moins que peut-être nous préférions n'introduire aucune question d'existence dans ces choses, et notion vraie est ici la même chose que possible,
fausse la même chose qu'impossible, sauf lorsqu'on dit, par exemple, Pégase existant. Vous voyez que là, il y a une hésitation caractéristique concernant le sens qu'il convient de donner à vrai. Dans le cas des termes incomplexes, est-ce que vrai doit être pris comme synonyme de possible? Est-ce que vrai doit être pris au sens de possible ou est-ce qu'il doit être pris au sens d'existant? On pourrait décider d'appeler vrai une notion qui est simplement possible, mais en interprétant le possible au sens diodoréen. Une notion vraie serait alors, on pourrait décider d'appeler vrai une notion qui est simplement possible, mais dans ce cas-là, il faudrait interpréter le possible au sens diodoréen. Une notion vraie serait alors une notion qui a été, qui est ou qui sera exemplifiée du point de vue existentiel. Ce possible-là, en somme, se confondrait tout simplement avec l'existant, si on entend par existant ce qui est compatible avec le meilleur. Quand je dis qu'il faut donner une interprétation diodoréenne, cela résulte simplement du fait que de tout ce qui est compatible avec le meilleur, on peut dire qu'il a été, qu'il est ou qu'il sera. Donc là, dans ce cas-là, il y a une coïncidence entre le possible dont il s'agit et le possible compris de façon diodoréenne, c'est-à-dire le possible comme étant ce qui ou bien a été, ou bien est en train d'être, ou bien sera. Ça, c'est si on décide donc d'interpréter le possible, quand on identifie le vrai avec le possible, d'interpréter le vrai et le possible tous les deux dans le sens de l'existant. Mais Leibniz, par ailleurs, tient par-dessus tout à distinguer le possible, compris dans ce sens-là, du possible au sens logique ou géométrique, qui est une notion beaucoup plus vaste et qui se confond avec le non contradictoire. Donc, il y a au moins ces deux notions de possible. Déjà, le possible au sens proprement logique du terme, qui se reconnaît dans la non-contradiction. Pour s'assurer qu'un terme est possible dans ce sens-là, il suffit de s'assurer que son analyse, poussée aussi loin qu'on voudra, ne conduira jamais à une contradiction. Mais ce n'est évidemment pas du tout le même sens que le sens précédent du mot possible, dans lequel possible se confond avec existant, et peut être compris de façon diodoréenne. Alors tout terme possible au deuxième sens, c'est-à-dire au sens logique, n'est pas pour autant possible au sens diodoréen du terme. Comme vous le savez, j'ai suffisamment insisté là-dessus, il y a pour Leibniz une infinité de possibles qui ne se réaliseront jamais. Que l'on choisisse d'appeler vraie une notion qui est simplement possible logiquement, ou au contraire une notion existante, en un sens qu'on pourrait appeler celui de possible existentiellement, donc que l'on fasse l'un ou l'autre, que l'on choisisse d'appeler vraie une notion simplement possible logiquement, ou au contraire une notion existante, cette distinction est, en tout état de cause, une distinction qui doit absolument être maintenue d'un point de vue leibnizien. Leibniz a, il faut le remarquer, au moins deux et peut-être même trois notions bien différentes de la possibilité. Il y a premièrement le possible au sens que l'on peut appeler logique, qui est synonyme de non contradictoire. Deuxièmement, il y a le possible au sens dont on parle lorsqu'on attribue aux choses, comme le fait Leibniz, non pas seulement une consistance interne, mais également une sorte d'aspiration à l'existence et une certaine propension à exister si rien ne s'y oppose. Comme j'ai également l'occasion de souligner, Leibniz se sert aussi, bien sûr, de cette notion de possibilité. Il est de la nature de tous les possibles d'avoir une certaine propension à exister si rien ne les en empêche. À la différence du possible au premier sens, le possible logique, qui est synonyme de non contradictoire, ce possible-là admet des degrés. On peut parler des choses comme plus ou moins, moyennement, très ou très peu possibles. Dans ce sens-là, donc, les choses sont plus ou moins possibles. Leibniz dit, par exemple, que, j'avais dû citer ce passage l'année dernière, le possible demande à exister, il a une certaine exigence d'existence, il demande à exister par sa nature et le fait en proportion de sa possibilité. Il demande à exister de par sa nature et il demande d'autant plus à exister qu'il comporte ce que Leibniz appelle un degré d'essence plus élevé. Donc le possible demande à exister par sa nature et le fait en proportion de sa possibilité, c'est-à-dire de son degré d'essence. Et là, on a évidemment une de ces formules tout à fait caractéristiques dans lesquelles il apparaît clairement que le possible, dans ce sens-là, est par nature susceptible de degrés. Ce qu'on peut dire, donc, c'est qu'au sens logique, toutes les choses possibles sont également possibles, pour la raison qu'elles sont possibles ou impossibles. Elles sont possibles ou ne le sont pas, donc si elles sont possibles, elles sont toutes également possibles, elles sont toutes également impossibles si elles sont
impossible, mais au sens dont il vient d'être question, donc de la nature du possible de comporter des degrés. Dans ce sens-là, donc, les choses ne sont pas également possibles. Antérieurement à la décision que Dieu a prise de les faire ou de ne pas les faire exister, et indépendamment d'elle, elle possède des degrés de possibilité inégaux. Troisièmement, donc il y a un troisième sens du mot possible, c'est le possible au sens de ce qui est possible dans le monde réel, c'est-à-dire dans le monde que Dieu a choisi parce qu'il était le meilleur. Ce possible-là coïncide avec l'existant, que Leibniz définit, comme je l'ai rappelé il y a un instant, qu'il définit comme étant ce qui est compossible avec le meilleur. Et la conception diodoréenne de la possibilité peut être appliquée au possible dans ce sens-là, encore une fois, est possible dans ce sens-là, ce dont on peut dire que du simple fait qu'il est compatible avec le meilleur, de ce simple fait, il est en ce moment où il sera. Donc s'il n'a pas encore été, s'il n'est pas en ce moment, il sera. Du fait qu'il est compatible avec toute chose, du simple fait qu'il est compatible avec le meilleur, si elle n'a pas encore existé, si elle n'existe pas en ce moment, existera à un moment ou à un autre. Le degré de possibilité, au sens d'une propension plus ou moins grande à se réaliser, est en relation avec la probabilité. C'est un point important. Leibniz définit en fait la probabilité comme étant le degré de possibilité. Donc le degré de possibilité compris, bien entendu, dans le sens de ce que j'ai appelé la propension plus ou moins grande à se réaliser. Alors sur ce point, vous voyez ce que dit Hacking dans le livre que j'avais déjà cité, donc sur l'émergence de la probabilité. Il dit ceci: la méthodologie scientifique de Leibniz reflète toujours sa métaphysique, mais cet isomorphisme n'est nulle part plus frappant que dans l'analyse de la probabilité. Ses contemporains et ses successeurs emploient tous une terminologie telle que facilité d'obtenir un résultat OD. En effet, cette notion de facilité est une notion dont se servent à peu près tous les auteurs de l'époque, qui traitent de la probabilité, donc qui parlent d'une facilité d'obtenir un résultat OD, ce qui signifie, comme il le rappelle, faisable. Donc la facilité, c'est la faisabilité. Tous les auteurs de l'époque parlent de la facilité d'obtenir un résultat avec un D, mais pour Leibniz, la facilité va de pair avec la possibilité, et la probabilité est le degré de possibilité. Pour reprendre les citations du chapitre précédent, expérimenter montre ce qui est plus ou moins faisable dans l'état actuel du monde, ce qui est facile in re, donc ce qui est facile dans les choses, correspond à ce qui est probable in mente. Donc la facilité dans les choses correspond à la probabilité dans l'esprit. Je reviendrai sur le traitement que Leibniz donne de la probabilité un peu plus tard, plus précisément, sans doute la prochaine fois. C'est une question tout à fait importante parce que, par exemple, j'avais déjà eu l'occasion de vous signaler qu'on trouve déjà chez Leibniz à peu près tous les éléments constitutifs de ce qu'on appelle la construction qui sont constitutifs de la construction d'une logique inductive, hein, qui est un objectif qui n'a été réalisé que beaucoup plus tard, puisqu'il n'a commencé à l'être sérieusement que, en gros, dans les années 1920. Donc il y a chez Leibniz est vraiment, comme Hacking le souligne avec raison, un témoin tout à fait privilégié dans ce qu'il appelle l'émergence de la probabilité, même s'il n'y a pas apporté lui-même de contribution réellement déterminante. Je reviens à ce que j'étais en train de vous dire à propos de la possibilité, et des relations de la possibilité avec la probabilité, c'est que tout comme il y a une distinction à faire entre la possibilité épistémique et la possibilité réelle et objective, il y en a une à faire entre deux concepts de probabilité correspondants que Leibniz utilise l'un et l'autre. Donc il utilise ces deux concepts. Hacking remarque, je pense qu'il a raison, que l'un d'entre eux, l'un de ces deux concepts lui est venu du monde du droit, et il s'agit d'un type de probabilité qui est par essence conditionnelle et épistémique. Donc la probabilité dans ce sens-là est par essence conditionnelle et épistémique, et l'autre concept de probabilité est constitué par ce qu'on peut appeler la possibilité physique, comprise comme une propension à l'existence. Donc ce sont deux concepts qui sont évidemment fondamentalement différents, et ce qui est particulièrement difficile, c'est de les articuler entre eux de façon satisfaisante. Vous avez d'un côté la probabilité comprise comme étant la probabilité que certaines données sont susceptibles de conférer, par exemple, à une hypothèse. Et puis, il y a d'autre part la probabilité dans un sens qui semble à première vue complètement différent, qui est la probabilité comprise comme une certaine propension à l'existence en relation avec
la possibilité comprise au sens de la possibilité physique. Alors, vous voyez ce que Hacking dit sur ce point. Leibniz avait retenu du monde juridique que la probabilité est une relation entre hypothèse et élément d'évidence. La probabilité dans ce sens-là est une relation d'une certaine sorte qu'on peut appeler une relation de confirmation qui est susceptible d'exister entre des hypothèses et les données sur lesquelles on s'appuie pour défendre, sur lesquelles on peut s'appuyer pour défendre les hypothèses concernées. Donc il a d'un côté cette notion de la probabilité, mais il a pris aussi, dit Hacking, de la doctrine des chances que les probabilités sont affaires de propension physique. Vous avez bien donc ces deux concepts de probabilité. Même aujourd'hui, aucun philosophe n'est parvenu à combiner ces deux découvertes de façon satisfaisante. Je crois que ce n'est pas tellement exagéré. On peut effectivement penser qu'il n'y a jamais eu on n'a jamais réussi à articuler de façon complètement satisfaisante entre elles ces deux notions. Donc on vit avec les deux, mais trouver un rapport qui soit réellement satisfaisant entre les deux est peut-être une chose qui reste encore largement à faire. Bien, ajoute Hacking, bien qu'insatisfaisante, la combinaison proposée par Leibniz est plus fascinante que la majeure partie des autres. Il faut reconnaître qu'elle est effectivement assez fascinante. On a d'une part des degrés de probabilité in re, dont on peut dire qu'il s'agit de tendances à produire des fréquences stables, et celles-ci sont à la base des probabilités in mente. C'est un assez bon résumé de la situation. On a d'un côté donc des probabilités qui sont des probabilités objectives, des probabilités in re, au sens de propension à se réaliser. Donc on a des probabilités in re. Ces probabilités in re sont conçues comme étant à l'origine de fréquences stables, ils sont susceptibles de produire des fréquences stables, et sur la base de ces fréquences stables que nous observons, nous formons des évaluations de probabilité in mente. Donc on peut effectivement dire qu'on a d'une part des degrés de probabilité in re qui sont à l'origine qui se caractérisent comme des tendances à produire des fréquences stables, et sur la base de ces fréquences stables sont formées des notions de probabilité in mente. J'ai dit que Leibniz cherchait à pousser le plus loin possible l'analogie entre le cas des termes non propositionnels ou incomplexes et celui des termes propositionnels ou complexes. C'est tout à fait, ça ressort de façon tout à fait claire dans les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités. L'analyse complète d'un terme non propositionnel a pour résultat d'établir sa possibilité, autrement dit le fait qu'il ne contient aucune contradiction interne. L'analyse complète d'un terme propositionnel a pour but de décider s'il est vrai ou non, autrement dit réductible ou non, à une identité explicite. Et Leibniz cherche à maintenir un parallélisme strict entre ces deux types de procédures. Dans un cas, il s'agit de déterminer ce que contient exactement un terme non propositionnel. Dans l'autre cas, il s'agit, donc en explicitant ses constituants, c'est-à-dire en mettant en évidence par l'analyse, poussée aussi loin qu'il est possible, ces constituants et en essayant d'arriver, si possible, jusqu'à ces constituants élémentaires. Dans le cas des propositions, il s'agit également de déterminer ce que contient une proposition, en comprenant cela de la façon suivante. Une proposition, donc, les conséquences d'une proposition font partie du contenu de cette proposition. Donc, de la même façon que dans une proposition, le concept du prédicat, si la proposition est vraie, est contenu dans le concept du sujet. Dans le cas d'une proposition, si une proposition P entraîne comme conséquence une proposition Q, alors on peut dire que la proposition Q est contenue ou fait partie du contenu de la proposition P. Et encore une fois, Leibniz tient particulièrement, du point de vue formel, tient à pouvoir appliquer rigoureusement le même traitement à ces deux espèces de relations. La relation entre le prédicat et le sujet, dans le cas d'une proposition, et la relation entre une conséquence et la proposition dont elle est la conséquence. Leibniz appelle couramment vrai un terme non propositionnel possible, comme je l'ai déjà dit, mais il y a évidemment sur ce point une différence importante entre les termes non propositionnels et les propositions. Dans le cas des termes non propositionnels, vrai coïncide avec possible, c'est en tout cas le choix que fait Leibniz, alors que nous serions probablement plutôt tentés d'identifier, me semble-t-il, dans le cas des termes non propositionnels, vrai à existant. Donc il a tendance à identifier vrai à possible, ce qui peut susciter effectivement une certaine surprise, pour la raison que, de même que semble-t-il, comme dans le cas de la proposition, on a besoin réellement, semble-t-il, de distinguer trois choses, c'est-à-dire
le possible, pardon, on a besoin de distinguer, excusez-moi, deux choses, c'est-à-dire on a besoin de refuser d'identifier le vrai et le possible, ce qui revient bien à distinguer le possible du vrai en identifiant, en conservant au possible son sens de simplement possible et pas nécessairement existant, et en identifiant vrai à existant, alors que la tendance de Leibniz, c'est encore une fois d'identifier plus ou moins le vrai et le possible. Dans le cas des termes propositionnels, la situation est, semble-t-il, différente. Une proposition simplement possible, si l'on entend par là une proposition qui n'est pas contradictoire, et par conséquent être vraie, mais ne l'est pas forcément, une proposition qui est simplement possible ne peut être identifiée à une proposition vraie. Il y aurait, semble-t-il, une difficulté particulière dans ce cas-là à identifier le possible avec le vrai. Une proposition possible est une proposition qui peut être vraie, qui peut aussi être fausse, et par conséquent, Leibniz en est conscient, ça pourrait sembler surprenant, et ça risquerait de conduire à des conséquences fâcheuses d'identifier dans ce cas-là le possible avec le vrai, alors qu'il trouve assez naturel de le faire dans le cas des termes incomplexes, c'est-à-dire des termes non propositionnels. Comment faut-il comprendre dans le cas des propositions la différence entre le cas d'un terme impossible et celui d'un terme qui est seulement faux ou inexistant, c'est-à-dire entre le cas d'un terme qui est faux ou inexistant pour des raisons logiques, à savoir parce qu'il est contradictoire, et celui d'un terme qui est faux ou inexistant de façon contingente, autrement dit, pourrait ne pas l'être. Leibniz est conscient du fait que la différence risque de se ramener simplement à la différence entre un terme dont l'impossibilité peut être démontrée par une analyse finie et un terme dont l'impossibilité ne peut être démontrée que par une analyse infinie. Et c'est ce qu'il dit à certains moments. Il prend le cas de la proposition universelle affirmative, c'est-à-dire tous les A sont des B, qui peut être mis sous la forme d'une identité. Comme je vous l'ai dit, donc la prédication peut être réduite et est réduite dans les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités. On peut réduire la prédication à l'identité. Par conséquent, la proposition universelle affirmative, tous les A sont des B, pourrait être mise sous la forme A égale AB, et la proposition universelle négative, c'est-à-dire aucun A n'est B, pourrait être mise sous la forme de l'égalité A est égal à A et non B. De même que tous les A sont des B devient A égale AB, tous les A sont des non B devient A égale A et non B. Donc ça, c'est la proposition universelle négative. D'où il suit, dit-il, que la particulière affirmative est fausse. Donc si A égale A et non B est vrai, alors la particulière affirmative, il y a des A qui sont des B, est fausse. Autrement dit, il suit que AB est un terme impossible. Et donc, oui, on est à nouveau confronté à ce problème. Est-ce qu'il faut dire, est-ce qu'il faut parler de fausseté ou d'impossibilité? Autrement dit, AB est un terme impossible, ou plutôt faux, ajoute-t-il. Et là, on voit le remords qui s'exprime. Bon, il a commencé par dire que c'est un terme impossible, mais il ajoute, ou plutôt faux, si en effet, on ne peut démontrer cela parfaitement en résolvant à l'infini, il est faux et non impossible. Donc, vous voyez, là, le genre de solution qu'il cherche consiste à dire que pour qu'on puisse dire qu'il est impossible, il faudrait qu'on soit en mesure de fournir une démonstration en bonne et due forme, c'est-à-dire il faudrait qu'on puisse effectuer une résolution à l'infini. Si on ne peut pas le faire, eh bien, il faudra se contenter de dire que le terme est faux et s'abstenir de dire qu'il est impossible. Leibniz se rend évidemment compte du danger que l'universelle négative apparaisse comme exprimant une impossibilité toutes les fois qu'elle est vraie, c'est-à-dire le risque qu'il y a, c'est que si on utilise ce genre de vocabulaire, ce genre de conception, ou en tout cas de vocabulaire, et qu'on soit obligé de reconnaître que toutes les fois que l'universelle négative est fausse, c'est-à-dire toutes les fois que l'universelle négative est vraie, elle exprime une impossibilité. C'est-à-dire, par exemple, si on dit tous les hommes sont pécheurs, la particulière affirmative correspondante, c'est-à-dire il y a des hommes non pécheurs, risque d'exprimer une impossibilité. Alors ça, c'est un exemple que Leibniz discute assez régulièrement. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. La proposition vraie est celle qui peut être démontrée, la proposition fausse, celle qui n'est pas vraie, la proposition impossible, celle dans laquelle entre un terme contradictoire. La proposition possible, celle qui n'est pas impossible.
Est-ce que par conséquent tout universel négatif n'est pas impossible? Est-ce que tout universel négatif, proposition du type tous les hommes sont des pécheurs, hein, est-ce que tous les hommes sont des pécheurs, par conséquent il n'y a pas d'homme qui soit non pécheur? Est-ce que cette deuxième proposition, il n'y a pas d'homme qui soit non pécheur, exprime quelque chose qui est simplement faux ou quelque chose qui est impossible? Il semble, dit-il, en être ainsi parce qu'on entend la chose des notions et non des choses existantes, comme si je dis aucun homme n'est un animal, je ne l'entends pas seulement des hommes existants, mais il suivra de là que ce qui est nié d'un être singulier, comme Pierre, est nécessairement nié de lui. Donc Leibniz dit qu'on a tendance à interpréter une proposition universelle négative comme aucun homme n'est un animal, on a tendance à l'interpréter au sens comme signifiant aucun homme possible n'est un animal, hein, c'est-à-dire on la comprend comme étant énoncée non pas seulement à propos des hommes existants, mais également à propos de tous les hommes possibles. Et du coup, dit-il, quand il est question d'un être singulier, hein, la proposition être un animal se trouve être nécessairement niée de lui. Par conséquent, dit-il, il faut nier que toute proposition universelle négative soit impossible. Donc, encore une fois, Leibniz refuse d'identifier toute proposition universelle négative à la formulation d'une impossibilité, et on peut, dit-il, répondre à l'objection que A contient non B peut être prouvé ou démontré soit par une résolution parfaite, soit uniquement par une résolution continuable à l'infini ou toujours imparfaite. Donc il en revient une fois de plus à sa réponse, hein, qui réapparaît constamment, hein, c'est-à-dire en fin de compte on est toujours ramené à cette idée qu'il y a des impossibilités qui sont des impossibilités strictes qu'on peut établir par une résolution finie, et puis il y a des impossibilités qui ne sont pas des impossibilités au sens strict du terme, qui doivent être considérées simplement comme des faussetés, et ce sont celles que l'on ne pourrait établir qu'à condition d'effectuer une résolution à l'infini. Juste un petit exemple qui vous semblera un peu artificiel, mais enfin, ce sont des exemples sur lesquels on discute constamment à l'époque et qui peuvent sembler d'un intérêt tout à fait secondaire, mais la question, elle, n'est évidemment pas du tout secondaire, parce qu'il est extrêmement important pour Leibniz de trouver le moyen d'éviter de se trouver obligé d'identifier, encore une fois, la fausseté dans les faits, par exemple le fait qu'il n'y a pas dans les faits d'êtres humains qui soient non pécheurs, avec une impossibilité. Il tient par-dessus tout à distinguer ces deux choses. Alors, considérez par exemple la proposition universelle négative « aucun homme n'est non pécheur », exemple que j'ai déjà pris, elle peut être comprise, et on a tendance à la comprendre comme signifiant qu'aucun homme possible n'est non pécheur. Elle semble alors énoncer une impossibilité. Et si on dit d'un individu déterminé, par exemple Pierre, dans l'exemple que prend Leibniz, si on dit d'un individu déterminé qu'il n'est pas non pécheur, on le dit alors nécessairement. Mais on peut également comprendre la proposition comme portant non pas sur la notion d'humanité elle-même, mais sur ce qui l'exemplifie dans le monde que Dieu a choisi, c'est-à-dire sur les hommes existants. Si on fait cela, on est alors beaucoup moins tenté de considérer qu'elle énonce une impossibilité, parce qu'il n'aurait sans doute pas été contradictoire que Dieu créât un monde dans lequel il y aurait eu des hommes non pécheurs. Il y a des passages où Leibniz dit qu'il n'est pas, après tout, inconcevable, que Dieu aurait pu éventuellement créer des hommes qui ne péchent pas. S'il ne l'a pas fait, c'est parce que ça ne faisait pas partie du meilleur des mondes possibles. Hein, c'est-à-dire, il faut conclure qu'un monde dans lequel il y aurait eu des hommes qui ne pêchent pas n'aurait pas été le meilleur possible, aussi étonnant que ça puisse sembler à première vue, mais en tout cas, on n'est pas du tout obligé de considérer comme une impossibilité le fait que, pour un être humain, d'être non pécheur. Donc, il ne nous est pas possible, d'après Leibniz, de réduire à une impossibilité la supposition de l'existence d'hommes non pécheurs, bien que cela puisse être fait par quelqu'un qui serait capable de poursuivre l'analyse à l'infini. Leibniz dit que est faux un terme ou une proposition qui contient des opposés, quelle que soit la manière dont on le prouve. Est impossible ce qui contient des opposés, la preuve étant donnée par une réduction dans un nombre fini de termes. Il convient par conséquent de distinguer A égale AB, dont la preuve a lieu par une résolution finie,
et A égale AB, dont la preuve a lieu par une résolution à l'infini. Donc il s'agit de la démonstration qu'on peut donner d'une proposition universelle affirmative. En l'occurrence, tous les A sont des B. Tout ce qu'on dit du nécessaire, du possible, de l'impossible et du contingent procède de cette distinction. Et effectivement, cette distinction supporte un poids particulièrement lourd, et Leibniz a raison de remarquer que tout ce qu'on dit du nécessaire, du possible, de l'impossible et du contingent procède de cette distinction, la distinction entre ce qui peut être démontré par une résolution finie et ce qui ne peut l'être, au contraire, que par une résolution qui va à l'infini. Mais ça oblige à se poser une question que j'ai déjà évoquée à différentes reprises. Est-ce que cette base n'est pas justement trop fragile pour supporter la charge considérable que Leibniz lui demande d'assumer? Autrement dit, si ce qui empêche une proposition universelle négative, en principe contingente, d'exprimer en réalité une impossibilité pure et simple, si ce qui l'en empêche est uniquement le fait que nous ne sommes pas en mesure de démontrer au sens strict qu'elle est impossible, est suffisant pour que l'on puisse être tout à fait rassuré sur ce point. Leibniz oppose le cas, là je vous ai mis ça par écrit parce que c'est un petit peu difficile autrement à suivre, Leibniz oppose le cas de la proposition « le cercle le plus grand des isopérimètres est un être nécessaire ». Il oppose ce cas donc à celui de la proposition « l'homme pécheur est un être nécessaire ». La première proposition est vraie, mais la deuxième est fausse parce qu'on ne peut donner aucune démonstration de la proposition universelle « tout homme pêche ». Et comme on l'a vu, c'est l'argument essentiel de Leibniz, cette proposition « tout homme pêche » n'est pas une proposition nécessaire parce qu'elle ne peut pas être démontrée. Et démontrer veut dire ici qu'elle n'est pas, on ne peut pas la démontrer au sens strict, c'est-à-dire par une analyse finie des termes. Donc la proposition tout homme pêche n'est pas une proposition nécessaire. En revanche, la proposition l'homme pécheur existant est un être nécessaire est vraie, mais la nécessité est uniquement celle du conséquent. Donc cette proposition-là, l'homme pécheur existant est un être nécessaire, à partir du moment où il existe, c'est un être nécessaire. C'est une proposition qui peut légitimement être considérée comme nécessaire, mais la nécessité, dit Leibniz, c'est uniquement celle du conséquent. Il est vrai que l'homme existant non pécheur est non étant ou impossible, mais cela n'est vrai que sous l'hypothèse qu'ajoute le mot existant, qui est que l'on parle d'un homme tel qu'on peut le rencontrer dans le monde réel. Donc à partir du moment où l'homme existe, il ne peut pas ne pas pécher, mais encore une fois, c'est vrai d'une nécessité qui est simplement une nécessité de conséquence. Ça concerne l'homme existant, ça ne concerne pas l'homme possible, ou en tout cas nous ne sommes pas en mesure de démontrer ce genre de choses de l'homme possible en général. Donc, Leibniz cherche de façon générale à privilégier ce qu'il appelle l'expression des propositions par des universaux ou des notions, sans pour autant risquer de transformer toutes les propositions vraies en propositions nécessaires. Pour cela, il soutient que les propositions universelles affirmatives, que l'on pourrait appeler existentielles, lorsqu'elles sont exprimées en termes d'universaux ou de notions, comme l'homme non pécheur n'est pas existant, ou l'homme existant non pécheur et non étant, ces propositions-là ne deviennent pas pour autant nécessaires absolument parlant, mais seulement hypothétiquement nécessaires. La notion d'homme considérée en elle-même ne nous permet pas de démontrer la proposition « tout homme pêche ». Si on se mettait à analyser cette notion, donc on parviendra jamais à l'analyser, à pousser l'analyse suffisamment loin pour pouvoir conclure, en vertu d'une démonstration au sens propre du terme, à la vérité de la proposition « tout homme pêche ». Mais nous pourrions, dit Leibniz, déduire cette proposition de la notion de l'homme considéré, de l'homme existant, c'est-à-dire de la notion de l'homme considéré comme un élément de la série des choses existantes. Nous pourrions donc déduire cette proposition de cette notion, de la notion de l'homme, si nous étions capables d'effectuer une analyse infinie. Cela revient précisément à dire que la proposition n'est pas nécessaire, mais contingente. Alors, il y a une difficulté particulière qui se présente, que je mentionne encore, à propos de l'expression des propositions universelles nécessaires elles-mêmes, de la façon que Leibniz s'appelle per universalia et notiones, c'est-à-dire par universaux et notions, c'est-à-dire à l'aide du seul prédicat étant et de sa négation non étant. Leibniz note que la proposition « l'homme pécheur est pécheur »,
qui est identique et plus facile à exprimer par l'impossible et la contradiction que par le nécessaire. On peut la mettre sans difficulté sous la forme l'homme pécheur, non pécheur et non étant. Mais si l'on dit que, j'espère que je vous ai mis ça par écrit parce que c'est un petit peu compliqué. Oui, donc il s'agit de la possibilité d'exprimer cette fois les propositions universelles, non pas les propositions universelles négatives, mais les propositions universelles positives. Il s'agit de les exprimer par universaux et notions en se servant des deux prédicats étant et non étant. Donc Leibniz observe que la proposition l'homme pécheur et pécheur, qui est une proposition identique, est plus facile à exprimer par l'impossible et la contradiction que par le nécessaire. On peut en effet la mettre sans difficulté sous la forme l'homme pécheur, non pécheur et non étant. Mais si l'on dit que l'homme pécheur, pécheur est un être nécessaire, il faut comprendre que l'homme pécheur, en mettant la chose entre parenthèses, l'homme pécheur, pécheur est un être nécessaire. Sans quoi, dit Leibniz, on pourrait s'imaginer qu'il est possible de remplacer cette proposition par l'homme pécheur est un être nécessaire, proposition qui pour le coup serait fausse. Ce qui est un être nécessaire de même, la proposition tout animal est un animal, qui peut être une chose qui peut être écrite sous la forme l'animal est un être nécessaire. Donc elle peut être écrite sous cette forme, l'animal est un être nécessaire, mais il n'en résulte pas, dit-il, que l'animal est un être nécessaire. Et effectivement, ça vaut mieux. Ce qui est un être nécessaire, et remarque-t-il, ce que vous avez sous les yeux, mettant les parenthèses au bon endroit, c'est-à-dire non animal, non animal. Il n'y a pas d'animal qui ne soit pas un animal. Donc il résulte de cela que, c'est une chose que Leibniz observe au passage, qu'on ne peut pas toujours remplacer plusieurs termes équivalents apposés l'un à l'autre par un seul. Ce n'est pas question de supprimer un des deux en se disant que l'homme pécheur, non pécheur, que l'homme pécheur, pécheur, dans le genre de cas dont il s'agit, peut être remplacé parfaitement par l'homme pécheur, en supprimant un des deux termes. Donc, dans l'exemple que j'ai utilisé, enfin, qui vient de Leibniz lui-même, l'animal n'est pas nécessaire, mais si quelque chose est un animal, alors il l'est nécessairement. Donc ce qui est nécessaire n'est pas l'animal, mais l'animal qui est un animal. Puisque Leibniz se soutient que la vérité, ce sont ses propres termes, la vérité est toujours soit expressément, soit implicitement identique, ce que vous trouvez dans les recherches générales sur l'analyse des notions et des vérités, page 460, la vérité est toujours soit expressément, soit implicitement identique, la fausseté est toujours soit expressément, soit implicitement contradictoire. La différence cruciale est, comme je l'ai dit, entre les cas dans lesquels l'identité ou la contradiction peuvent être exhibées en un nombre fini d'étapes et celles dans lesquelles elles ne le peuvent pas. Leibniz dit, vous avez la chose sous les yeux, A contient B est une proposition vraie si A et non B infère une contradiction. Donc A contient B est une proposition vraie si la proposition A et non B infère, c'est-à-dire permet de déduire une contradiction. Et là, vous voyez qu'à nouveau, Leibniz, ça donne l'impression d'être sur la pente dangereuse qui risque de l'obliger à identifier la fausseté d'une proposition à son caractère contradictoire. C'est un peu toujours le même problème. Donc A contient B est une proposition vraie si A et non B infère une contradiction, c'est-à-dire A contient B est une proposition vraie si sa négation permet de déduire une contradiction, c'est-à-dire peut être réduite à une contradiction. Si A et B est vrai, on a A égale A et B, dans ce cas en substituant AB à A, dans A et non B, on obtient AB et non B qui est une contradiction. Je vous ai mis ça sous les yeux, en soutenant que toute proposition, qu'elle soit nécessaire ou contingente, est susceptible de recevoir une démonstration a priori, ce qu'exige, dit-il, le principe de raison, Leibniz n'est-il pas allé déjà beaucoup plus loin dans le sens du nécessitarisme qu'il ne l'aurait souhaité? C'est la question que se sont posées et que continuent à se poser un bon nombre de ses lecteurs. Vous voyez ce qu'il dit dans ce passage, le vrai est soit nécessaire, soit contingent. Le vrai nécessaire peut être reçu par une série finie de substitutions ou par la coïncidence des commensurables, le vrai contingent par une série infinie ou par la coïncidence des incommensurables. Vous retrouvez une fois de plus cette comparaison que j'ai évoquée la dernière fois entre la théorie de la vérité et la théorie des proportions. Les vérités nécessaires étant identifiées à des propositions rationnelles, à des proportions rationnelles,
leur cas, en tout cas, étant rapproché de celui des proportions rationnelles, alors que les vérités contingentes sont à rapprocher des proportions irrationnelles. Nous rapportons, dit Leibniz, l'explicable au commensurable, l'inexplicable à l'incommensurable. Le vrai nécessaire est celui dont la vérité est explicable, le vrai contingent, celui dont la vérité est inexplicable. Alors, il ne faut pas se méprendre sur le sens des termes explicable, inexplicable. On pourrait presque dire au lieu d'explicable, explicitable. Le vrai nécessaire est celui dont la vérité est complètement explicitable, c'est-à-dire celui dont la vérité peut être établie en réduisant la proposition à une proposition explicitement identique. Donc dans ce cas-là, la vérité est complètement explicitable, tandis que le vrai contingent est celui dont la vérité n'est pas complètement explicitable. C'est-à-dire, pour s'assurer complètement de la vérité, pour en rendre raison complètement, il faudrait effectuer une procédure infinie, il faudrait effectuer une suite infinie d'opérations qui constitue le seul moyen d'arriver à une identité explicite. Mais cette formule est évidemment très, très frappante. Le vrai nécessaire est celui dont la vérité est explicable, le vrai contingent, celui dont la vérité est inexplicable. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle est douteuse, quand il dit qu'elle est inexplicable, ni qu'elle est mystérieuse. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Ça veut dire simplement, très précisément ce que je viens de dire, c'est-à-dire il s'agit de vérités dont le caractère vrai ne peut pas faire l'objet d'une explicitation complète sous la forme d'une démonstration. Comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises, on peut avoir le sentiment que la différence entre le vrai nécessaire et le vrai contingent court dans ces conditions. Le risque de se réduire finalement à la façon différente dont ces deux espèces différentes de vérité peuvent être sues, et qui plus est, sues par nous, ce qui risque de faire apparaître la différence comme elle-même contingente et beaucoup plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Parce que si on dit que le vrai nécessaire est celui dont la vérité est explicable, le vrai contingent, celui dont la vérité est inexplicable, il semble qu'on ramène la distinction entre le vrai nécessaire et le vrai contingent à une différence qui a trait à la manière dont nous sommes en mesure de connaître respectivement le vrai nécessaire et le vrai contingent, ce qui ne correspond pas nécessairement aux intentions de Leibniz, qui tient par-dessus tout à conserver la distinction entre le nécessaire et le contingent un caractère objectif. N'oubliez pas que c'est une distinction qui est valable même pour Dieu. Même pour Dieu, donc la distinction entre le nécessaire et le contingent a une réalité objective. Donc, est-ce qu'il ne se trouve pas sur ce point aux prises avec une certaine difficulté, compte tenu du fait qu'encore une fois, il tient à maintenir, il tient à conserver à cette distinction une réalité objective. Même Dieu, qui peut démontrer les propositions contingentes, ce que nous ne pouvons pas faire, même Dieu, donc même pour Dieu, il y a une différence réelle entre le vrai nécessaire et le vrai contingent. Ce qu'on peut remarquer sur ce point est que si Leibniz avait songé à fournir quelque chose d'équivalent à ce que nous appelons une démonstration de complétude, il serait en droit d'affirmer que toute proposition nécessaire est démontrable, c'est-à-dire non seulement que toute proposition démontrable est nécessaire, ce qui n'est pas trop difficile, mais ce qui était en revanche, ce qui aurait été difficile, nettement plus difficile en tout cas, c'est d'établir que toute proposition nécessaire est démontrable. Donc, pas seulement que toute proposition démontrable est nécessaire, mais que toute proposition nécessaire est démontrable. Donc, s'il avait donné une démonstration de cette sorte, ou en tout cas songé qu'il pourrait être nécessaire d'en donner une, il serait autorisé à affirmer que toute proposition qui n'est pas démontrable n'est pas nécessaire, puisque si elle était nécessaire, elle serait démontrable. Après avoir établi que toute proposition nécessaire est démontrable, on peut conclure par contraposition que si une proposition n'est pas démontrable, elle n'est pas non plus nécessaire. Donc dans ce cas-là, il serait légitime pour lui de considérer que si nous sommes certains qu'une proposition n'est pas démontrable, nous pouvons être certains également qu'elle n'est pas nécessaire, ce qui correspond bien à ce qu'il fait la plupart du temps, puisque dans un bon nombre des exemples que je vous ai cités précédemment, il conclut du fait qu'une proposition n'est pas démontrable, qu'on ne peut pas démontrer une proposition, il conclut de cela qu'elle n'est pas nécessaire. Ce que, encore une fois, il pourrait faire en toute tranquillité si il avait pris la peine d'établir d'abord que toute proposition nécessaire est démontrable. D'où
donc il pourrait tirer la conclusion qu'une proposition qui n'est pas démontrable n'est pas nécessaire. Mais même dans ce cas-là, c'est-à-dire même si on disposait d'une démonstration de cette sorte, il resterait encore à se poser la question que soulève Benson-Mates, ce que j'avais déjà mentionné, je crois, à savoir quelle relation exacte y a-t-il entre la longueur infinie de la procédure que nous serions obligés d'utiliser pour démontrer une proposition, si nous essayions de le faire, et le fait qu'elle est contingente. Autrement dit, qu'il y a au moins un monde possible dans lequel elle est fausse. Ça, je crois que c'est une question tout à fait réelle qu'on est amené presque fatalement à se poser. Quelle est la relation exacte qu'il y a entre ces deux choses, c'est-à-dire entre le fait qu'une proposition, si on voulait établir la vérité d'une certaine proposition qui se trouve être contingente, on serait obligé d'effectuer une suite d'opérations infinies. Quelle relation y a-t-il entre ça et le fait que la proposition en question est contingente, c'est-à-dire qu'il y a au moins un monde possible dans lequel elle est fausse. Alors, dans l'esprit de Leibniz, comme vous le savez, la connexion qui existe entre ces deux choses est néanmoins assez claire. Une des caractéristiques les plus fondamentales de la contingence est le fait d'impliquer l'infini dans les raisons. Leibniz dit assez souvent que la contingence n'est précisément rien d'autre que cela, l'infini dans les raisons. Les propositions contingentes, donc, c'est celle dont une analyse complète des raisons nous entraînerait à l'infini. Donc, dans le cas d'une proposition contingente, la procédure qui consisterait à rendre raison complètement de la proposition serait nécessairement une procédure infinie. Et par conséquent, on peut penser qu'il n'est pas surprenant à ses yeux que pour rendre complètement raison d'une proposition contingente, il faille utiliser une procédure qui a, elle aussi, un caractère infini. C'est-à-dire, puisque le propre d'une proposition contingente, c'est d'impliquer l'infini dans les raisons, il n'y a pas lieu de s'étonner que si nous mettons en devoir d'essayer de rendre raison complètement de la vérité d'une proposition contingente, nous ne disposions pour ce faire que d'une procédure que nous sommes incapables de mener à son terme parce qu'elle a un caractère infini. Qu'elle soit nécessaire ou contingente, la proposition vraie est toujours, nous dit Leibniz, celle qui a la meilleure ou la plus grande raison. C'est une expression qu'il utilise de temps à autre. Donc la proposition vraie, en matière contingente, c'est celle qui a la meilleure ou la plus grande raison. Et la plus grande raison est celle qui est exprimée dans la forme de l'identité explicite, partielle ou totale entre le concept du sujet et celui du prédicat, c'est-à-dire la proposition qui a la meilleure raison, c'est celle qui a la forme d'une identité explicite, c'est-à-dire une proposition de la forme A égale AB ou A égale A. La meilleure raison que l'on puisse donner de la vérité d'une proposition est celle qui consiste à la mettre sous la forme d'une identité explicite. Et c'est ce qu'on fait toutes les fois qu'on essaie de démontrer une proposition. Mais c'est une forme à laquelle on ne parvient que très rarement et dont on ne peut la plupart du temps que s'approcher plus ou moins, sauf dans le cas particulier des vérités nécessaires. Dans le cas des vérités nécessaires, on peut le faire. Dans le cas des vérités contingentes, on ne peut que, dans le meilleur des cas, que s'en approcher plus ou moins. Est-il suffisant cependant pour conjurer le risque que la proposition contingente vraie devienne du même coup nécessaire de remarquer que même si elle est la proposition qui a la plus grande raison, dans ce cas-là, nous sommes cependant dans l'impossibilité de démontrer que c'est effectivement le cas. Leibniz dit que la proposition, quand on dit qu'une proposition contingente est vraie, on ne veut précisément rien dire d'autre que cela, c'est-à-dire c'est la proposition contingente vraie, c'est la proposition qui a une raison meilleure que sa négation. Si elle a une raison meilleure que sa négation, elle est vraie. Et de quelle façon peut-on s'assurer qu'elle a une meilleure raison que sa négation? Pas par la démonstration, bien sûr, puisque nous sommes, pour notre part, dans l'incapacité de donner une démonstration de cette sorte. Et qu'est-ce qui prouve que la proposition n'est pas nécessaire, qu'elle est contingente? C'est précisément le fait, d'après Leibniz, que nous sommes, en tout cas c'est la raison qu'il donne, que nous sommes dans l'incapacité de démontrer que c'est effectivement le cas, qu'elle a la meilleure raison. C'est apparemment la réponse dont il semble nous suggérer, au moins à un certain moment, de nous contenter. Pour que la proposition contingente vraie A devienne nécessaire, il faudrait que nous soyons en mesure de démontrer
quelle est celle qui a la meilleure raison. C'est seulement à cette condition qu'elle deviendrait nécessaire. Si nous pouvions démontrer quelle est celle qui a la meilleure raison, voyez ce passage où Leibniz se dit « Si la définition de la proposition nécessaire est que sa vérité peut être démontrée selon la rigueur géométrique, alors il peut, il est vrai, se faire que cette proposition puisse être démontrée. Toute vérité est seule la vérité à une raison plus grande, où ceci, Dieu agit toujours de la façon la plus sage. Mais on ne pourra pas pour autant démontrer cette proposition, la proposition contingente A une raison plus grande, où la proposition contingente A est conforme à la sagesse divine. » Donc il y a des propositions que nous sommes en mesure, dont nous sommes en mesure de connaître la vérité a priori. Toute vérité, par exemple, la proposition toute vérité, seule la vérité a une raison plus grande, mais en revanche, dans le cas d'une proposition contingente A, nous ne sommes pas en mesure de démontrer que la proposition en question a une raison plus grande, ou encore, parce que ça revient finalement au même, que la proposition contingente A est conforme à la sagesse divine, puisque sa vérité, s'il s'agit d'une proposition contingente, fait intervenir nécessairement le principe du meilleur. Et par conséquent, dit Leibniz, il ne s'ensuit pas non plus que la proposition contingente A est nécessaire. Vous remarquez qu'une fois de plus, l'argument utilisé, c'est qu'elle n'est pas nécessaire parce qu'on ne peut pas la démontrer. Alors que quand même, on aimerait bien entendre l'inverse, hein, c'est-à-dire on ne peut pas la démontrer parce qu'elle n'est pas nécessaire. Mais une fois encore, donc, Leibniz argument de l'indémontrabilité à la contingence, la non-démontrabilité à l'absence de nécessité. Et c'est pourquoi, dit-il, quand bien même Dieu choisirait nécessairement le meilleur ne serait pas pour autant nécessaire. Ce qui serait concédé est qu'il est nécessaire que Dieu choisisse le meilleur, ou que le meilleur est nécessaire, mais il n'en résulte pas que ce qu'il choisit est nécessaire, parce qu'il n'y a pas de démonstration que ce soit le meilleur. Alors, on peut peut-être clarifier un petit peu ça sous la forme que vous avez sous les yeux, en disant ceci, de la proposition nécessairement, si Dieu choisit quelque chose, ce qu'il choisit est le meilleur, cette proposition-là est nécessaire. De cette proposition-là, on peut apparemment déduire que, nécessairement, si Dieu a choisi de rendre vraie une proposition contingente donnée A avait une raison plus grande que sa négation, où A correspondait à ce qui est le meilleur, mais on ne peut pas inférer de la deuxième proposition que, nécessairement, A avait une raison plus grande que sa négation, ou correspondait à ce qui est le meilleur, parce qu'il faudrait pour cela être capable de démontrer que A avait une raison plus grande, ou que sa vérité faisait partie de ce qui est le meilleur ou le plus sage. Ce qui veut dire, en termes concrets, que la connaissance que nous parvenons à acquérir des choses qui existent nous permet de connaître jusqu'à un certain point les choix que Dieu a faits. À partir du moment où nous savons ce qui existe, nous avons une certaine idée des choix que Dieu a faits, mais il n'en résulte pas que nous soyons en mesure de démontrer qu'ils étaient effectivement les meilleurs et par conséquent ceux qu'il devait nécessairement faire. Leibniz est convaincu que si l'on tient suffisamment compte de la distinction qui doit être faite entre la nécessité logique de la conséquence et celle du conséquent, l'explication qu'il donne de la différence entre les vérités nécessaires et les vérités contingentes ne lui enlève rien de son caractère fondamental et essentiel. Vous voyez par exemple ce passage. Dans les vérités contingentes, bien que le prédicat soit inhérent au sujet, cela ne peut cependant jamais être démontré de lui et la proposition ne peut jamais être ramenée à une égalité ou une identité, mais la résolution va à l'infini. Dieu seul voyant non certes la fin de la résolution, qui n'existe pas, mais néanmoins la connexion des termes et donc l'involution du prédicat dans le sujet, parce qu'il voit tout ce qui est inhérent à la série. De plus, cette vérité elle-même est née en partie de son intellect, en partie de sa volonté, et elle exprime à sa façon sa perfection infinie et l'harmonie de toute la série des choses. Alors, j'avais déjà cité ce passage, je crois. Il est important parce que vous voyez que là, Leibniz précise clairement que il ne faut pas s'imaginer que Dieu voit la fin de la résolution, qu'il est en mesure d'effectuer la résolution jusqu'au bout et qu'à un moment, en quelque sorte, il voit le dernier terme. Il ne peut pas voir le dernier terme parce qu'il n'y en a pas. Parce que le fait que la résolution va à l'infini signifie précisément que, d'abord, Dieu, comme j'ai eu l'occasion de le signaler, quand il fait des mathématiques, ne les fait pas dans le temps. Les raisonnements qu'il effectue
n'ont pas de dimension temporelle, ils n'ont pas lieu dans le temps. Et en outre, hein, on ne peut pas considérer que la suite qui conduirait, hein, qui nous permettrait d'obtenir, qui permettrait d'arriver d'obtenir la réduction complète de la vérité qui nous intéresse à une identité explicite. On ne peut pas considérer que cette suite a une infinité de termes dans un sens qui impliquerait la possibilité de les passer en revue tous successivement. C'est de cette façon que nous procéderions, nous, bien sûr, mais ce n'est pas la façon dont procède Dieu. Hein. S'il le voit, en quelque sorte, on peut dire de lui qui voit la fin de la résolution, ce n'est pas, encore une fois, parce qu'il voit tous les termes en y incluant le dernier, mais c'est parce qu'il est en mesure de percevoir, dans la façon dont procède la résolution, des régularités et des lois que nous sommes, pour notre part, incapables de percevoir. Donc, si vous voulez produire les choses de façon schématique, sa supériorité comme mathématicien ne provient pas du fait qu'il a un coup d'œil beaucoup plus vaste que le nôtre. C'est pas le problème, la différence, ce n'est pas qu'il voit beaucoup plus de termes, c'est qu'il voit beaucoup plus de connexions. Ce n'est pas du tout pareil. Il voit beaucoup plus de connexions et de régularités. Et donc, encore une fois, Leibniz conteste totalement, il proteste vigoureusement contre la tendance qu'on a à attribuer à Dieu une forme de connaissance qui serait une forme de connaissance quasi empirique, hein, qui consisterait à lui attribuer la capacité, dans un cas comme celui dont il s'agit, de voir en quelque sorte d'un seul coup d'œil, hein, la totalité des termes de la démonstration, qui en l'occurrence est infinie. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se représenter les choses. Et là, il le dit clairement, hein, quand il dit il ne faut pas s'imaginer que Dieu, il dit Dieu seul voyant, non certes la fin de la résolution qui n'existe pas. Hein, il n'y a pas de fin de la résolution. Dieu seul voyant, non certes la fin de la résolution qui n'existe pas, mais néanmoins la connexion des termes, et donc l'involution du prédicat dans le sujet. Donc, même s'il est vrai qu'il y a un sens du mot démonstration auquel on peut dire que les propositions contingentes peuvent, elles aussi, être démontrées par Dieu, ou en tout cas peuvent faire l'objet d'une connaissance a priori, par la simple analyse des concepts, elles n'en conservent pas moins un statut bien différent de celui des propositions nécessaires. Celles-ci, en effet, se bornent, si l'on peut dire, à exprimer des caractéristiques, je veux dire les propositions nécessaires, elles se bornent à exprimer des caractéristiques qui sont communes à tous les mondes concevables, alors que les premières ont quelque chose à voir en plus avec la perfection infinie de Dieu, la perfection finie mais indépassable du monde qu'il a choisi et l'acte libre par lequel il a été produit. Je crois que je vous avais déjà cité un passage dans lequel Leibniz parle de vérité libre, hein, à propos des vérités contingentes. Vous avez un de ces passages sous les yeux. Il dit « Les vérités sont tantôt des vérités démontrables ou nécessaires, tantôt des vérités libres ou contingentes qui ne peuvent être réduites par aucune analyse à une identicité comme à une mesure commune. Ces vérités sont néanmoins l'objet de la part de Dieu d'une science authentique que Leibniz tient particulièrement à distinguer de, comme je viens de le dire, de le rappeler, qu'il tient particulièrement à distinguer de quelque chose comme la science expérimentale ou quasi-expérimentale d'un développement illimité ou d'une suite infinie considérée de façon extensionnelle. Il ne faut pas se représenter la connaissance que Dieu a de ce que peut être une démonstration infinie, c'est-à-dire comportant une infinité de termes. Il ne faut pas se représenter ça de façon extensionnelle comme la science quasi-expérimentale qui consisterait dans le fait donc d'avoir la possibilité de percevoir simultanément tous les termes. Donc ce qui est crucial pour Dieu, encore une fois, et qu'il n'est pas le fait qu'il est en mesure de percevoir un nombre beaucoup plus grand que nous, mais qu'il est capable de percevoir un nombre beaucoup plus grand de raisons. La science dont il s'agit donc est une connaissance a priori, c'est-à-dire une connaissance par les raisons des vérités, qui, dans la mesure où elle est une connaissance des existants, je crois que je vous ai reproduit le passage, donc c'est une science qui implique, elle est une connaissance des existants, non pas seulement des possibles, elle implique, dit Leibniz, la considération de sa volonté libre et de ses décrets, dont le premier est de tout faire de la meilleure façon et avec la raison la plus haute. Mais vous voyez qu'on ne sort pas du domaine de la connaissance par des raisons, on ne redescend jamais jusqu'au niveau d'une connaissance qui pourrait être qualifiée qui risquerait d'être considérée comme, de devoir être considérée comme empirique ou
quasi empirique. Donc vous voyez qu'il y a bien deux espèces de vérités pour Leibniz, les vérités nécessaires et les vérités contingentes. Mais on risquerait de donner une idée fausse de ce qui les distingue si on disait que, dans le vocabulaire que nous avons pris l'habitude d'utiliser, si on disait que les premières, les vérités nécessaires, sont des vérités conceptuelles et les secondes des vérités factuelles. Même si Leibniz appelle les secondes des vérités de fait. Il fait une distinction entre les vérités de raison et les vérités de fait, mais on risque de dire une chose qui est un petit peu trompeuse si on dit qu'il y a une distinction à faire entre les vérités conceptuelles et les vérités factuelles, car pour Leibniz, il n'y a pas deux espèces différentes de fondement de la vérité, un pour les vérités nécessaires, qui seraient les concepts, les vérités nécessaires trouvant le fondement de leur vérité dans les concepts, et puis il y aurait un autre fondement pour les vérités contingentes, ce fondement étant constitué par les faits. En réalité, toutes les vérités, selon Leibniz, doivent être considérées finalement comme étant de nature conceptuelle, et il en va de même des connaissances. Toute connaissance authentique est une connaissance par concept. Et ce n'est pas attenter à l'importance et à la dignité de la connaissance empirique, dont personne n'était plus convaincu que Leibniz, que de remarquer que l'expérience n'est au fond que le substitut qui a été octroyé aux êtres finis que nous sommes pour compenser l'absence de maîtrise de l'infinité dans les raisons. Nous avons besoin de l'expérience justement parce que nous ne sommes pas en mesure de maîtriser, comme Dieu en est capable, l'infinité dans les raisons. Mais ce n'est pas du tout une façon de dévaluer la connaissance. Nous avons réellement à notre disposition, en fait, de connaissances dans le domaine empirique, ce qu'on peut avoir de mieux, à défaut de la possibilité de maîtriser l'infini dans les raisons. Et c'est le cas en particulier de la connaissance probable, dont j'espère avoir l'occasion de vous parler de façon un peu plus précise la prochaine fois. Mates, dans son livre, fait une remarque que je vous avais déjà citée, je crois. C'est une remarque dans laquelle il exprime une réserve très sérieuse. Il dit le principe du prédicat dans le sujet, donc c'est-à-dire le principe selon lequel, dans toute proposition vraie, le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet. Le principe du prédicat dans le sujet est initialement peu plausible et il le paraîtra probablement encore plus quand, dans le chapitre 6, son chapitre 6 à lui, nous considérerons ses conséquences en relation à la distinction entre proposition nécessaire et proposition contingente. Par conséquent, la question qu'on est obligé de se poser est comment Leibniz peut-il considérer que le principe est non seulement vrai, mais évident, et également être si certain qu'il ne met aucunement en péril la distinction des vérités nécessaires et des vérités contingentes. Dans le cas des propositions singulières, comme César a passé le Rubicon, Leibniz se soutient que du moment que la proposition est vraie, non seulement les essentialia, comme il les appelle, les attributs essentiels, mais également les existentialia, doivent être contenus dans le concept du sujet. Et il n'envisage pas un instant que le principe du prédicat dans le sujet puisse mettre en question la différence de statut qui existe entre eux, c'est-à-dire entre les prédicats dont l'attribution au sujet donne lieu à la formulation d'une vérité nécessaire et ceux dont l'attribution donne lieu à celle d'une vérité qui est seulement contingente. Lorsqu'on lui objecte que tous les prédicats de Pierre étant d'après lui contenus dans l'essence ou la nature de Pierre, ils sont tous essentiels et que par conséquent, il était essentiel à Pierre de renier le Christ et connu de Dieu comme une vérité d'essence qu'il renierait le Christ, il se défend de la manière suivante. Je précise néanmoins qu'en principe, il ne dit pas il dit qu'ils sont contenus dans la nature de Pierre, mais pas qu'ils sont contenus dans son essence. Et puisqu'il tient, je vous ai cité différents passages dans lesquels il distingue tout à fait explicitement, avec la plus grande fermeté, entre ce qui est contenu dans la nature d'une chose et le fait de passer le Rubicon est contenu dans le concept de Jules César, mais ça n'est pas pour autant contenu dans son essence. Alors vous voyez ce passage très, très caractéristique dans lequel Leibniz dit il faut répondre non aux difficultés que je viens de soulever, il faut répondre que dans cette notion complète de Pierre possible, dont j'admets qu'elle est observée par Dieu, sont contenus non seulement les essentialia ou necessaria, à savoir les choses qui découlent de notions incomplètes ou spécifiques, et sont pour cette raison démontrées à partir des termes, d'une manière telle que le contraire implique contradiction, mais sont contenus également les existentialia, en quelque sorte, ou les contingentia, parce qu'il est de la nature
de la substance individuelle que la notion soit parfaite et complète et contienne toutes les circonstances individuelles, même contingentes, jusqu'aux plus petites choses, sans quoi elle ne serait pas ultimata, je traduis littéralement par ultimée, c'est-à-dire elle ne serait pas complètement achevée. C'est une notion qui ne serait pas en mesure d'individuer complètement son sujet. Donc, elle ne serait pas ultimée, elle ne serait pas distinguée de n'importe quelle autre, car les choses qui diffèrent, ne serait-ce que dans le plus petit détail, seraient des individus différents, et la notion, si elle était encore indéterminée, ne serait-ce que dans la circonstance la plus minime, ne serait pas ultimée, mais pourrait être commune à deux individus différents. Cependant, ces individualia ne sont pas nécessaires pour autant et ne dépendent pas seulement de l'intellect divin, mais des décrets de la volonté divine, pour autant que ces décrets eux-mêmes sont considérés comme des possibles par la volonté divine. Car des individus possibles différents sont inhérents à des ordres ou à des séries de choses possibles différentes, et une série quelconque d'individus possibles ne dépend pas seulement des notions spécifiques qui entrent en elle, mais dépend de certains décrets libres par lesquels sont constituées l'harmonie ou l'ordre fondamental et, pour ainsi dire, les lois de la série. C'est pourquoi ce que j'ai avancé demeure après cette explication. Les contingents dépendent non seulement des essences, mais aussi de libres décrets de Dieu, en sorte qu'il n'y a aucune nécessité en eux, si ce n'est une nécessité d'un mode bien précis, hypothétique. Bon, je ne m'attarde pas là-dessus, parce que j'ai déjà eu l'occasion de vous parler longuement de ce genre de thème. Un des passages les plus typiques, les plus connus dans lesquels est énoncé le principe du prédicat dans le sujet, est le passage suivant, je crois d'ailleurs que je vous l'avais déjà cité. Une affirmation est vraie si son prédicat est dans son sujet, par conséquent, dans toute proposition vraie, nécessaire ou contingente, universelle ou singulière, le concept du sujet est d'une certaine façon contenu dans le concept du prédicat, excusez-moi, est d'une certaine façon contenu dans le concept du sujet, d'une manière telle que quelqu'un qui comprendrait le concept du sujet et le concept du prédicat, comme Dieu les comprend, percevrait eo ipso que le prédicat est dans le sujet. Si je vous cite à nouveau ce passage, c'est à cause de ce qui est dit à la fin, c'est-à-dire du fait que Leibniz remarque que quelqu'un qui comprendrait complètement le concept du sujet et le concept du prédicat, ce qui est le cas de Dieu, qui lui est capable d'analyser instantanément, si on peut dire, et complètement les deux concepts concernés, le concept du prédicat et le concept du sujet, quelqu'un qui serait dans cette situation serait en mesure de reconnaître immédiatement que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet et donc que la proposition est vraie. Vous voyez également ça c'est le passage latin qui ne nous intéresse pas directement. Alors le passage que vous avez, le passage que je viens de vous citer, donne une idée, me semble-t-il, assez intéressante de la façon dont Leibniz a pu en arriver à considérer le principe comme une proposition qui ne peut pas être contestée sérieusement à partir du moment où elle est correctement comprise. Je veux parler du principe que Leibniz appelle le principe du prédicat dans le sujet. Comment est-il possible que Leibniz ait pu en arriver à considérer, ça semble effectivement avoir été le cas, que personne ne pourrait songer sérieusement à contester ce principe, en donnant comme raison le fait que si la vérité ne consiste pas dans le fait que le concept du prédicat est inclus dans le concept du sujet, alors en quoi consiste-t-elle? Puisqu'il faut bien qu'il y ait une connexion entre si la proposition est vraie, entre le concept du prédicat et le concept du sujet, et si cette connexion n'est pas constituée par l'inclusion du deuxième, le prédicat, dans le premier, le sujet, qu'est-ce qu'elle peut bien être? Alors, ce que Leibniz suggère dans le passage que j'ai cité, c'est que quelqu'un qui, comme c'est le cas de Dieu, disposerait d'une connaissance complète de la signification des termes qui figurent dans la proposition qui nous intéresse, en l'occurrence les termes César et a passé le Rubicon. Donc quelqu'un qui disposerait d'une connaissance complète de la signification de ces termes, autrement dit qui serait capable de les analyser complètement, serait déjà du même coup en mesure d'apercevoir la vérité de la proposition, et cela bien qu'il s'agisse d'une proposition contingente et sans que cela empêche la proposition en question de rester contingente. On peut donc considérer comme une façon plausible de reconstruire le cheminement de pensée qui a été suivi par Leibniz, ce que dit Benson Mates, excusez-moi, c'est ce que vous avez dans le passage qui est sur l'écran. Considérons un des exemples favoris de Leibniz,
César a passé le Rubicon. Comprendre le sens de cette proposition implique comprendre le sens de son terme sujet, César, et celui de son prédicat a passé le Rubicon. En mettant de côté pour un moment la considération du deuxième, nous pouvons dire que pour comprendre un parfaitement, on aurait besoin de savoir au minimum de qui on parle. Donc il faut comprendre parfaitement de qui il est question quand il est question de César. Dans la mesure où on a seulement une notion vague de qui était César, dans cette mesure, on ne comprend pas ce qui est asserté par la phrase qui a César comme terme sujet. Par conséquent, une compréhension parfaite exclurait la confusion de César avec un autre individu quelconque, aussi semblable qu'il puisse être. En fait, elle exclurait la confusion de lui avec un autre individu possible quelconque. En bref, celui qui comprendrait parfaitement la proposition 1 saurait exactement de quel état de choses possible il est asserté par là qu'il est réalisé, et il ne peut savoir cela à moins que son concept de César soit complet, c'est-à-dire suffisant pour distinguer ce général romain de n'importe quel autre individu réel ou possible. Par conséquent, le concept de César, qui est la signification de ce terme, aurait pour quelqu'un qui comprend parfaitement les phrases dans lesquelles il sert de terme sujet, le concept de César doit être un concept d'individu complet, pour quelqu'un qui comprend parfaitement les phrases dans lesquelles il sert de terme sujet, ça doit être un concept d'individu complet suffisant pour distinguer l'individu que l'on a en vue de n'importe quel autre individu réel ou possible de cela, en conjonction avec d'autres assumptions assez ordinaires concernant la composition des concepts. Il semblerait résulter que si la proposition 1, c'est-à-dire César a passé le Rubicon, est vraie, alors le concept exprimé par passeur du Rubicon doit être impliqué dans le concept exprimé par César, c'est-à-dire que son prédicat est contenu dans son sujet. Donc c'est la façon que suggère Mates d'expliquer de quelle façon Leibniz en est arrivé non seulement à adopter le principe du prédicat dans le sujet, mais même à arguer qu'au fond, il devrait être considéré comme évident. Alors c'est là qu'il peut être intéressant de reparler de Sellars, dont je vous avais beaucoup parlé au début et puis que j'ai ensuite un peu laissé de côté. Donc il peut être intéressant d'en reparler et de parler d'un principe dont il estime qu'il joue un rôle absolument fondamental chez Leibniz. C'est le principe qu'il appelle le principe de nommabilité, qui est énoncé dans le passage que vous avez sous les yeux. Si une chose quelconque est un fait central dans la métaphysique, je veux dire, ce n'est pas un énoncé du principe, enfin un énoncé de son caractère absolument fondamental dans la philosophie de Leibniz. Si une chose quelconque est un fait central dans la métaphysique, c'est qu'il suppose clairement que toute substance est nommable, et je crois que la reconnaissance de ce fait jette un flot de lumière sur son système, sur le système de Leibniz. Leibniz considère comme acquis que toute substance individuelle est nommable et que cette acceptation du principe de nommabilité entraîne avec elle celle du principe d'identité des indiscernables. Car le nom d'une substance qui est proprement nommée aura comme sens un critère qui distingue son nominatum, c'est-à-dire ce qui est désigné par ce nom, un critère qui distingue son nominatum de toutes les autres substances. C'est ce sens qui peut être appelé le concept d'individu. Le concept d'individu, c'est le sens du nom en question. Donc ce sens qui peut être appelé le concept d'individu, c'est ce sens qui est représenté par le nom. Et ce sens, encore une fois, constitue ce que Leibniz appelle le concept d'individu concerné. Le principe de l'identité des indiscernables énonce, comme vous le savez certainement, que deux individus ne peuvent pas différer solo numero, c'est-à-dire que la différence numérique doit toujours impliquer une différence qualitative. Il doit toujours y avoir en plus. On pourrait exprimer ça en disant, si vous voulez, que deux individus ne peuvent pas différer simplement par le fait qu'ils sont deux. Ils ne peuvent pas constituer deux exemplaires rigoureusement identiques de la même chose. Il faut toujours qu'il y ait en plus de la dualité, de la différence numérique, du fait qu'ils sont deux, une différence qualitative qui les distingue. Or, ce que dit le principe de nommabilité tel que le comprend Leibniz, c'est qu'à deux individus numériquement différents doivent toujours correspondre deux concepts d'individus différents qui permettent à quelqu'un qui a une connaissance complète du sens de leur nom respectif, qui est constitué justement par les concepts en question, de les distinguer. Leibniz comprend le concept d'un individu d'une manière telle que le nom propre dont il constitue le sens
ne doit pas seulement être associé à une ou plusieurs descriptions définies qui permettent d'identifier son objet, mais contenir une description complète de son objet qui permet de distinguer celui-ci de tous les autres individus réels ou possibles. C'est ce que Leibniz veut dire quand il dit dans la correspondance avec Arnaud que, à la différence des notions spécifiques, qui sont des notions incomplètes, les notions des substances individuelles sont, je cite, capables de distinguer entièrement leur sujet. Il faut comprendre qu'elles sont capables de les distinguer non seulement de n'importe quel autre individu réel, mais également de n'importe quel autre individu possible. Il est par conséquent évident que Leibniz ne comprend pas ce qu'il appelle un concept d'individu dans le sens dans lequel nous le faisons nous-mêmes. Il n'exige pas simplement que le concept d'un individu permet de distinguer l'individu en question de tous les autres individus réels, mais également qu'il permet de le distinguer de tous les individus possibles. Vous voyez par exemple ce que dit sur ce point Sellars. Alors que nous soulignés, nous penserions que le concept d'individu que représente un nom n'a besoin de spécifier qu'un petit nombre de faits concernant le nominatum, donc l'objet désigné, car nous estimons qu'un petit nombre de faits suffit à le distinguer des autres choses, Leibniz interprète le concept d'individu associé au nom comme spécifiant tout ce que le nominatum fait ou subit tout au long de sa carrière tout entière. Cela étant, pourquoi Leibniz estime-t-il que le sens d'un nom propre doit inclure une description complète, au sens indiqué, de l'objet qu'il dénomme? Alors, la réponse à cette question, d'après Sellars, est celle que vous avez sous les yeux. La réponse à cette question est d'une simplicité surprenante une fois que l'on se rend compte que Leibniz s'occupe non pas de nos noms, nos soulignés, de nos noms pour les substances. Effectivement, comme nous l'avons déjà souligné, il pense que les noms, comme on les appelle, que nous utilisons, ne sont pas réellement des noms, mais une espèce particulière de termes généraux. Il s'occupe de ce qu'on peut appeler donc les noms de Dieu pour les choses. Donc les noms de Dieu que Dieu est en mesure de donner aux choses avec la signification qui doit leur être attribuée et qui, encore une fois, permet de distinguer à chaque fois un individu, non pas seulement de tous les autres individus réels qui font partie du monde réel, mais de tous les individus possibles. Si maintenant nous avons à l'esprit l'argument selon lequel le sens d'un nom doit servir à distinguer son nominatum de toutes les autres substances, nous voyons immédiatement ce qui est en train de se passer, car Leibniz considère simplement comme acquis que cela a un sens de parler de nommer des substances possibles, et il n'est pas du tout implausible que bien qu'une description complète d'un objet puisse servir à le distinguer de toutes les autres choses réelles, seule une description complète qui épingle l'objet sous tous les aspects concevables, conformément au principe du tiers exclu, puisse le distinguer de toutes les autres choses possibles. S'il devait être admis que Dieu a des noms pour toutes les substances possibles, il semblerait effectivement que les concepts d'individus que représentent ces noms doivent être comme Leibniz les caractérise. Mais ici, une question importante se pose, qui provient d'une ambiguïté dans la conception de Leibniz. Le sens d'un nom doit servir à distinguer son nominatum, donc l'individu désigné, de tous les autres éléments d'un ensemble de substances possibles qui peuvent être discernées les unes des autres. Or, s'il est entendu que l'ensemble de toutes les substances logiquement possibles est un ensemble constitué d'éléments distinguables les uns des autres, nous sommes obligés de nous poser la question suivante. L'ensemble constitué d'éléments distinguables les uns des autres, qui est pertinent pour la dénomination d'une substance possible, est-il l'ensemble de toutes les substances logiquement possibles? Ou bien la dénomination n'intervient-elle qu'après que les substances possibles ont été réparties en mondes possibles en fonction de principes de compossibilité plus restrictifs? Rappelons ce que dit sur ce point Leibniz. Les possibles contingents peuvent être considérés soit comme séparés, soit comme ordonnés. Ils peuvent être considérés donc soit séparément, soit comme ordonnés en monde entier possible en nombre infini, dont chacun est parfaitement connu de Dieu, bien qu'un seul d'entre eux soit amené à l'existence. Il ne sert en effet à rien de se représenter plusieurs mondes actuels, puisqu'un seul, pour nous, embrasse l'universalité des créatures de tout temps et de tout lieu, et c'est en ce sens qu'on prend ici le mot « monde ». Donc, vous voyez, il y a deux façons fondamentalement différentes de considérer les possibles. On peut les considérer en quelque sorte individuellement, et puis on peut aussi les considérer comme déjà répartis en une infinité de mondes possibles différents, avec
une caractéristique importante, hein, qui est que dans la conception de Leibniz, je n'ai pas eu le temps d'y insister suffisamment, un individu ne peut appartenir qu'à un et un seul monde possible. Alors la différence entre les deux façons de considérer les possibles, l'une consistant à les considérer séparément les uns des autres, l'autre consistant à les considérer comme répartis déjà en ensemble, hein, constituant des mondes possibles, la différence entre ces deux façons de considérer les possibles est importante parce qu'on ne peut pas de façon générale conclure de la possibilité logique de deux substances prises séparément à leur compossibilité, c'est-à-dire à la possibilité pour elles d'appartenir simultanément à un même monde. Alors, Leibniz se plaint lui-même régulièrement de la confusion qui est fréquemment commise entre la possibilité et la compossibilité et qui consiste à effectuer une inférence abusive, hein, c'est la confusion que vous avez sous les yeux, celle qui est la confusion entre la possibilité et la compossibilité qui est liée au fait que des deux affirmations, deux possibilités séparées, il est possible qu'il existe un x tel que p d'x et il est possible qu'il existe un x tel que q d'x. On peut inférer de cette conjonction, hein, il est possible que, premièrement, il existe un x qui a la propriété P et il existe un x qui a la propriété Q. On peut inférer qu'il existe un x qui a la propriété P et il existe un x qui a la propriété Q, mais on ne peut pas faire l'inférence, on ne peut pas effectuer l'inférence inverse, c'est-à-dire il est possible séparément, hein, qu'il y ait un x qui a la propriété P et il est possible qu'il y ait un x qui a la propriété Q. On ne peut pas inférer qu'il est possible qu'il existe simultanément un x qui a la propriété P et un x qui a la propriété Q. C'est sur cette erreur logique, hein, sur cette confusion logique que repose la confusion qui est commise si fréquemment et dont Leibniz se plaint amèrement souvent entre ces deux notions, celle de possibilité et de compossibilité. Hein, la possibilité simultanée de l'existence d'un x qui a la propriété P et de l'existence d'un x qui a la propriété Q, donc la possibilité simultanée de ces deux choses, on peut inférer les deux possibilités prises séparément, mais on ne peut pas inversement donc passer de l'assertion qu'il est possible qu'il y ait un x qui a la propriété P et il est possible qu'il y ait un x qui a la propriété Q à il est possible que, premièrement, il y ait un x qui a la propriété P et, deuxièmement, il y ait un x qui a la propriété Q. Le fait que deux substances A et B soient toutes les deux logiquement possibles n'implique pas nécessairement qu'elles puissent coexister au sein d'un même monde possible. La distinction entre la possibilité et la compossibilité constitue évidemment un point tout à fait crucial pour Leibniz. Car si les deux notions coïncidaient, s'il y avait coïncidence entre ces deux notions de possibilité et de compossibilité, si ces deux notions coïncidaient, tous les individus qui sont logiquement possibles, c'est-à-dire dont le concept n'implique pas de contradiction, seraient également compossibles et pourraient par conséquent coexister au sein d'un seul et même monde possible. Il n'y aurait par conséquent pas d'individu possible qui n'existe pas. Et on retomberait du coup fatalement dans le spinozisme que, comme nous l'avons vu, Leibniz tient par-dessus tout à éviter. Or, on peut se demander sérieusement s'il est possible de maintenir la distinction entre la compossibilité et l'incompossibilité tout en défendant par ailleurs la thèse de la non-réalité des relations. Alors ça, c'est un point qu'il faut encore que je vous dise quelques mots parce qu'il est tout à fait important. Alors la raison pour laquelle il pourrait y avoir une difficulté est la suivante. C'est que si A et B sont des prédicats monadiques, c'est-à-dire non relationnels, qu'ils soient simples ou complexes, je crois qu'il vaut mieux que je vous montre la chose par écrit, si A et B sont des prédicats monadiques, c'est-à-dire des prédicats à une place, hein, non relationnels, qu'ils soient simples ou complexes, la proposition il existe x tel que A d'x et il existe x tel que B d'x, cette proposition est satisfaisable ou réalisable, c'est-à-dire logiquement possible si et seulement si les deux termes, il existe x tel que A d'x et il existe x tel que B d'x, sont satisfaisables séparément. Il n'y a donc pas de différence dans ce cas entre la possibilité et la compossibilité. C'est ce qui se passe dans le cas des prédicats à une place. Tant que vous avez affaire à des prédicats qui ne sont pas des prédicats polyadiques, c'est-à-dire des prédicats relationnels, vous avez
équivalence entre les assertions 1 et 2. Hein, c'est-à-dire qu'il y a équivalence entre il est possible qu'il existe x tel que a d'x et il est possible qu'il existe x tel que b d'x est logiquement équivalent à il est possible, pris comme un tout, que. Donc il est possible séparément qu'il existe un x tel que ax et il est possible qu'il existe un x tel que b d'x est logiquement équivalent à il est possible, pris comme un tout, qu'il existe un x tel que a d'x et il existe un x tel que b d'x, ce qui veut dire que dans le cas des prédicats non relationnels, dans le cas des prédicats monadiques, la différence entre l'assertion de possibilité et l'assertion de compossibilité semble disparaître. Mais la situation change dès qu'on admet des prédicats à plusieurs places. On peut alors trouver assez facilement des cas dans lesquels une proposition de la forme 1 est satisfaisable alors que la proposition correspondante de forme 2 ne l'est pas. Alors un exemple simple qui est donné par Intica est fourni par les deux assertions existentielles que vous avez sous les yeux, donc qui portent les numéros 3 et 4. Il existe quelqu'un, dans ces propositions, donc la relation être le maître d'eux et les relations être le maître d'eux et être l'esclave d'eux sont considérées comme étant deux relations converses. Alors la proposition 3 affirme qu'il existe quelqu'un qui est le maître de tout le monde, et la proposition 4 affirme qu'il existe quelqu'un qui n'est l'esclave de personne. Alors ces deux énoncés peuvent être vrais séparément, donc il est tout à fait possible qu'il soit vrai simultanément qu'il y a quelqu'un qui est le maître de tout le monde, et il est tout à fait possible qu'il soit vrai, que ces deux propositions soient vraies séparément. Hein. Il y a quelqu'un qui est le maître de tout le monde, et il y a quelqu'un qui n'est l'esclave de personne, mais en revanche, la conjonction de ces deux propositions représente une impossibilité. C'est la proposition 5, il existe quelqu'un qui est le maître de tout le monde et il existe quelqu'un qui n'est l'esclave de personne. Donc cette proposition-là n'est pas satisfaisable, alors qu'encore une fois, ces deux termes sont satisfaisables ou réalisables séparément. Donc dès que vous prenez en considération des termes relationnels, la distinction entre la possibilité et la compossibilité devient absolument cruciale. Et Leibniz y insiste à juste titre. Alors une façon de résoudre le problème qui se pose, alors il y a un problème qui se pose parce qu'on a souvent attribué à Leibniz une volonté d'éliminer les termes relationnels, d'éliminer complètement les termes relationnels au profit des seuls termes ou des seuls prédicats monadiques, des seuls prédicats à une place. Alors il y a des endroits dans les... Bon, c'est encore un point que j'ai été obligé de laisser à peu près totalement de côté, qui est extrêmement important, parce que à l'époque de Russell, quand Russell a publié son livre, donc Exposition critique de la philosophie de Leibniz, il a imputé à Leibniz un principe fondamental qu'il appelle l'axiome des relations internes, au terme duquel donc, Leibniz se voit crédité de la conviction qu'il n'y a pas de terme relationnel, donc il défend ce qu'on peut appeler, et qu'on appelle assez souvent une théorie de l'idéalité des relations. Donc, les relations n'ont pas de réalité, en réalité les seuls prédicats qui ont une réalité sont les prédicats monadiques, et donc l'idée qui est imputée à Leibniz, c'est que tous les termes relationnels devraient pouvoir être analysés de façon à être réduits à des termes non relationnels. Alors depuis, on a beaucoup changé d'attitude sur cette question, donc les commentateurs les plus récents ont une idée beaucoup plus nuancée sur ce problème et sont beaucoup moins convaincus que ne l'était Russell de cette volonté qu'aurait eu Leibniz, donc de nier de la réalité des relations. Alors il y a une façon de résoudre le problème qui consiste à dire que Leibniz n'a pas cherché à éliminer tous les termes relationnels, mais seulement ceux qui n'ont pas de fondement dans la chose considérée. Il aurait donc admis l'existence de prédicats relationnels irréductibles à la condition qu'ils soient bien fondés. Alors, le fait que, oui, c'est une façon de voir les choses qui apparaît dans le passage qui se trouve en haut de la page de droite, hein, où Leibniz dit il n'y a point de terme si absolu ou si détaché qu'il n'enferme des relations et dont la parfaite analyse ne mène à d'autres choses et même à toutes les autres, de sorte qu'on peut dire que les termes relatifs marquent expressément le rapport qu'ils contiennent. J'oppose ici l'absolu au relatif, et c'est dans un autre sens que je l'ai opposé ci-dessus au borné. Vous voyez que par moments, Leibniz semble aboutir plutôt à la conclusion que non seulement
il y a des termes, bel et bien des termes relatifs, mais tous les termes sont relatifs. Hein, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, comme vous le savez, c'est une des caractéristiques fondamentales de son système que tout, d'une certaine façon, entretient des choses avec tout. Par conséquent, il serait un peu surprenant que dans un système de cette sorte, les termes relationnels se trouvent en quelque sorte éliminés au profit se trouvent éliminés d'une manière ou d'une autre au profit des seuls termes non relationnels. Vous voyez également ce passage, celui que j'ai marqué, dans lequel Leibniz dit, c'est une formule qui est souvent citée, hein, nullas, il dit que nullas dari denominationes pure extrinsecas, c'est-à-dire il n'y a pas de dénomination, comprenez, de termes prédicatifs hein, purement extrinsèques qui n'ont vraiment aucun fondement dans la chose nommée elle-même. Hein. Là, il semble s'orienter nettement vers l'idée qu'il y a bel et bien des déterminations relationnelles, mais elles doivent avoir un fondement. Elles ne peuvent avoir elles-mêmes de réalité qu'à la condition d'avoir un fondement dans la nature de la chose elle-même. Alors, la situation que je viens d'évoquer, la difficulté qu'elle semble entraîner, a amené Intika à faire la remarque suivante, que je livre à votre méditation. La distinction de Leibniz, il s'agit de la distinction entre la possibilité et la compossibilité, si vous préférez, entre la possibilité séparée des deux termes d'une conjonction et la possibilité simultanée. La distinction de Leibniz est sans différence tant que des concepts relationnels ne sont pas employés. Tant qu'on a des concepts qui correspondent à des prédicats à une place, donc il n'y a pas lieu de faire intervenir cette distinction. La distinction de Leibniz est sans différence tant que des concepts relationnels ne sont pas employés. C'est un résultat frappant si l'on tient compte de l'affirmation souvent répétée que Leibniz voulait se passer en dernière analyse des relations, c'est en effet une chose qu'on a affirmée souvent, et les réduire à des concepts non relationnels. Si c'était le cas, le système de Leibniz serait inconsistant de façon ironique. Sa distinction entre possibilité et compossibilité ne serait une distinction viable que si la réduction qu'il a tentée des relations à des termes, à des prédicats non relationnels échoue. C'est-à-dire qu'il se serait trouvé pris entre deux choses auxquelles il tenait particulièrement. D'une part, à maintenir une distinction stricte entre la possibilité et la compossibilité, faute de pouvoir maintenir une distinction de cette sorte, il se serait trouvé à nouveau entraîné fatalement du côté de Spinoza et du nécessitarisme, c'est-à-dire il aurait été obligé d'accepter l'impossibilité de distinguer finalement entre les possibles et l'existant, et d'admettre que tous les individus possibles existent, puisque en l'absence d'une distinction entre possibilité et compossibilité, il n'y a aucune raison pour que tous les individus possibles ne puissent pas être réunis au sein d'un même univers. Ils ne le peuvent pas seulement si il y a une impossibilité pour certains d'entre eux de coexister au sein d'un monde. Et c'est ce qui fait qu'il y a non seulement une pluralité de mondes possibles, mais même une infinité de mondes possibles. Donc on peut avoir l'impression que Leibniz a absolument besoin de la distinction entre possibilité et compossibilité, et puis par ailleurs, il y a une chose à laquelle il semble tenir presque autant, c'est ce qu'on appelait la théorie de l'idéalité des relations, qui le pousse à essayer à prêcher pour une élimination, si possible, une élimination complète de tous les termes relationnels au profit de termes non relationnels. Si l'ensemble d'éléments distinguables qui est concerné dans la nomination d'une substance possible, pour en revenir à Sellars, si l'ensemble donc d'éléments distinguables qui est concerné dans la nomination d'une substance possible est celui du monde possible dont elle fait partie, avec toutes les autres substances qui sont compossibles avec elle, alors le concept individuel d'une substance possible pourrait la distinguer d'une autre substance dans son monde sans avoir besoin pour cela de la décrire complètement. Et sa distinguabilité d'avec toutes les autres substances possibles dans d'autres mondes possibles découlerait de la distinguabilité de ces mondes, puisque, encore une fois, dans la conception leibnizienne, un individu ne peut appartenir qu'à un et un seul monde possible. Or, d'après Sellars, et il a certainement raison sur ce point, il ne peut guère y avoir de doute sur le choix qu'a fait Leibniz. Je terminerai donc... je ne sais pas ce qui se passe, ce n'est pas grave. Je vais vous lire simplement le texte, faute de pouvoir vous le montrer. Donc Sellars dit « Il me semble tout à fait clair que Leibniz pense réellement au concept de chaque substance possible comme spécifiant sa place
dans un système de substances qui s'ajustent les unes aux autres et qui se développent de la façon ordonnée selon une loi qui est caractéristique d'un monde possible. En faisant cela, soutiendrai-je, il a ruiné son existence pour autant qu'elle est basée sur l'idée d'un nom, que son exigence que le concept individuel d'une substance possible sélectionne cette substance dans les termes d'une description complète. Autrement dit, si par individu possible, on entend un individu possible pris déjà au sein d'un monde, en fait du seul et unique monde auquel il est susceptible d'appartenir, avec d'autres substances qui sont compossibles avec lui, alors on n'a pas besoin du principe de nommabilité au sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire on n'a pas besoin de pouvoir désigner l'individu en question, et même Dieu n'a pas besoin de cela, à l'aide d'un nom dont le sens fournit une description complète de cet individu. Alors bon, je crois que je vais m'arrêter là aujourd'hui. En plus, la technique nous lâche, mais il nous lâche au bon moment. Dieu merci. Ce qui tend à confirmer que nous tendrait à confirmer que tout compte fait, nous vivons peut-être dans le meilleur sinon dans le meilleur des mondes possibles, du moins dans le moins mauvais. Je vous remercie de votre attention.